Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un des plus grands défis, un vrai casse-tête du deep learning, le fameux problème du gradient. La question, c'est vraiment celle-là. On pourrait penser que plus un réseau a de couches, plus il est puissant, non? Eh bien, pendant longtemps, c'était tout l'inverse. C'était un paradoxe qui a laissé les premiers chercheurs complètement perplexes. Et voilà le nom du mystère, le problème de dégradation. Ce qui était fou, c'est qu'en ajoutant des couches, ce n'était pas juste l'erreur sur les nouvelles données qui augmentait, c'était l'erreur d'entraînement elle-même. Le modèle devenait moins bon, même sur ce qu'il était censé connaître par cœur. Ok, donc on a ce paradoxe. Plus, c'est moins. Pour comprendre ça, il a fallu ouvrir le capot et regarder au cœur du moteur de l'apprentissage. Et ce moteur, c'est la rétropropagation du gradient. L'idée, en apparence, est simple. On calcule l'erreur tout au bout du réseau, puis ce signal d'erreur, on le fait remonter à l'envers couche par couche pour dire à chaque poids comment il doit se corriger. Le truc, c'est que dans un réseau très profond ou un réseau récurrent, comme on le voit ici, cette chaîne de communication devient, incroyablement longue. C'est l'image parfaite du jeu du téléphone arabe. Le message de départ, l'erreur, a de fortes chances d'être complètement déformé à la fin. Et c'est précisément là, dans cette longue chaîne, qu'on a trouvé les coupables. Les saboteurs qui cassaient tout le processus d'apprentissage. Et ces saboteurs, ils sont deux faces d'une même pièce. D'un côté, le gradient évanissant. Le signal d'erreur est multiplié par des nombres tout petits à chaque étape. Résultat, il s'affaiblit jusqu'à devenir un murmure à peine audible. Les premières couches du réseau n'entendent plus rien, elles arrêtent d'apprendre. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, le gradient explosif. Là, le signal est amplifié encore et encore jusqu'à devenir un cri assourdissant qui fait tout planter. Et attention, ce n'est pas un problème qu'on a découvert hier. Dès 1994, des pionniers comme Yoshua Bengio et son équipe avaient mis le doigt dessus. Ils disaient déjà que c'était un obstacle fondamental. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, comment on traite ça? Voyons un peu les premières solutions qui ont été inventées pour se battre contre ces gradients capricieux. Alors, pour le gradient qui explose, le cri assourdissant, la première idée a été assez directe, le gradient clipping. C'est super simple à comprendre. Si la valeur du gradient dépasse un certain seuil, hop, on la rabaisse de force à ce seuil. On le clipse, on l'écrète. C'est une méthode un peu brutale, mais diablement efficace pour empêcher que tout ne devienne instable. Mais il y avait un autre souci, beaucoup plus sournois, le changement de covariance interne. Pendant que le réseau apprend, ce que les couches reçoivent en entrée change constamment. C'est comme si chaque couche essayait d'apprendre sa tâche, mais que le sol sous ses pieds n'arrêtait pas de bouger. C'est épuisant et ça ralentit tout. Et la solution à ça, c'est une technique géniale, la batch normalisation. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, entre chaque couche, on va insérer une petite étape de nettoyage. On prend les données qui arrivent, on les recentre et on les remet à l'échelle. En gros, on s'assure que le sol arrête de bouger, ce qui stabilise énormément l'apprentissage. Mais attention, le clipping, la batch norm, c'était bien. C'était des améliorations importantes. Mais la vraie révolution, la solution qui a permis de faire un bond de géant, a complètement changé les règles du jeu. C'est la révolution résiduelle. Et voilà l'idée, dans toute sa simplicité et son génie. C'est la connexion résiduelle ou shortcut connection. Regardez cette petite flèche courbée. C'est une voie de contournement. Au lieu de forcer le signal à passer par toutes les couches, on lui crée une autoroute directe. Le gradient peut sauter par-dessus des blocs de couches et arriver à destination quasiment intacte. Et pourquoi c'est si puissant? Parce que ça change complètement ce que les couches doivent apprendre. Au lieu de leur demander d'apprendre une transformation complexe à partir de rien, on leur demande juste d'apprendre la petite différence, le résidu entre l'entrée et la sortie. Apprendre une petite correction, c'est infiniment plus simple. Et l'impact de cette architecture, qu'on a appelée ResNet, a été phénoménal. Ça a directement résolu le problème de dégradation. D'un coup, on a pu entraîner des réseaux de 100, 150 et même plus de 1000 couches. Aujourd'hui, c'est un bloc de construction de base qu'on retrouve partout, notamment dans les fameux transformers. Si on regarde la chronologie, on voit bien l'évolution. 1994, on identifie le problème. Ensuite, des idées comme les LSTM commencent à gérer le flux d'infos. En 2013, le clipping de gradient devient une pratique courante. Et puis, l'année charnière, 2015, avec la batch norm et les ResNets. Alors, on pourrait se dire, super, problème résolu, on passe à autre chose. Eh bien, pas tout à fait. L'affaire n'est pas classée. La preuve, c'est que le problème du gradient évanescent a refait surface dans des contextes très modernes, comme les Neural ODS, des modèles très pointus qu'on utilise pour simuler des phénomènes physiques complexes. Dans certains cas, le gradient se remet à disparaître. Cette recherche très récente le dit noir sur blanc. Dans certains cas de figure, les méthodes qu'on utilise pour assurer la stabilité, elles tuent le gradient. C'est inévitable.
Ça prouve bien que le problème est loin d'être enterré. Bon, si on devait résumer les points clés. Premièrement, le problème de dégradation. Ajouter des couches n'est pas une solution magique. Deuxièmement, les coupables sont les gradients qui disparaissent ou explosent. Troisièmement, les avancées comme le clipping, la batch norm et surtout les ResNet ont été de vrais game changers. Et enfin, retenons cette idée d'autoroute du gradient qui a rendu le deep learning vraiment deep. Finalement, toute cette histoire des gradients, ce n'est pas juste un chapitre technique dans un manuel. C'est l'histoire même du deep learning. C'est une bataille permanente contre l'instabilité, une quête pour repousser les limites. Et ça nous laisse avec une question ouverte absolument essentielle pour le futur. À mesure que nos modèles deviendront encore plus complexes, quelles seront les prochaines autoroutes qu'on devra inventer pour que le gradient puisse continuer à circuler ?